Nouvelle émission. Émission Boubès. La diaspora reprend la parole sur Sud FM. Tous les samedis de 19h à 20h, place à la diaspora. Abdoulaye Cissé déroule avec nos compatriotes de l'étranger qui s'illustrent chacun dans son domaine. Leaders d'opinion, Intellectuels, artistes, hommes politiques, mouvements associatifs basés à l'étranger, vous retrouverez votre place sur Sud FM. Ils s'opposent à l'ancien Premier ministre Manuel Valls dans leur fief commun d'Evry dans l'Essonne en France. Le franco-sénégalais Salihou Diallo, longtemps adjoint au maire à Evry, est en colère contre son mouvement politique En Marche du président élu Emmanuel Macron qui lui a refusé l'investiture aux législatives pour ne pas gêner la candidature de Manuel Valls. Salihou Diallo est notre invité dans ce numéro de Parole à la diaspora. L'ancien socialiste ayant rallié le mouvement En Marche aux premières heures du combat d'Emmanuel Macron se livre sur son parcours, ses combats citoyens pour une meilleure représentativité de la diversité et des Noirs en France, son engagement à la République En Marche. Salihou Diallo, sans concession ni langue de bois, dans Parole à la diaspora sur Sud FM, Sen Radio. Présentation, Abdoulaye Cissé. Place à la diaspora, c'est tous les samedis de 19h à 20h sur Sud FM. Place à la diaspora, Une émission présentée par Abdoulaye Cissé. Place à la diaspora, une nouvelle émission que vous propose Sud FM Sen Radio tous les samedis de 19h à 20h. Amis auditeurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à votre émission Parole à la diaspora. Parole à la diaspora, très spéciale et qui revient encore sur l'actualité du moment en France. Une actualité qui interpelle les Sénégalais, les Africains de la diaspora. On est en plein dans les tractations de l'après-élection présidentielle. Vous le savez, le président élu, c'est Emmanuel Macron, à l'issue d'un second tour qu'il a opposé à la candidate bleu marine, Marine Le Pen. Emmanuel Macron a été élu avec près de 65% des voix. On est à la veille de la passation de pouvoir, puisque le président Hollande finit son mandat ce dimanche 14 mai 2017. Emmanuel Macron fera sa passation de service, prendra les rênes du pouvoir et dans la foulée, on devrait connaître le nom de ceux qui devrait l'accompagner, notamment de son Premier ministre. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Le débat est pollué pour l'instant par la constitution des listes aux élections législatives qui auront lieu tout juste dans un mois. Il s'agit pour Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, de constituer une majorité qui va pouvoir l'accompagner pour mener à bien sa politique. En face, il s'agira pour ceux qui s'inscrivent résolument dans l'opposition d'avoir aussi une majorité pour être un contre-pouvoir. Mais on n'y voit pas très clair parce que les appareils politiques aujourd'hui sont assez hybrides, que ce soit à droite, à gauche et le mouvement En Marche au milieu. Pour nous éclairer, j'ai un invité de choix, acteur de tout ce qui s'est fait jusqu'à l'accession de Emmanuel Macron au pouvoir. Militant, sympathisant de la première heure du mouvement En Marche, j'ai nommé bien sûr Salihou Diallo. Bonjour Salihou. Bonjour, merci de m'inviter à cette rencontre pour parler un peu de la diaspora et de la politique en France. Salihou Diallo, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un militant de terrain, acteur politique, d'obédience socialiste. Je dis d'obédience socialiste puisque nous y reviendrons au cours de cette émission. Pourquoi militant de terrain? Parce qu'il est le fondateur d'une association qui a pignon sur rue et qui a beaucoup d'activités, l'association Équité. Nous reviendrons sur l'association Équité et qui lutte pour la promotion des minorités, ce qu'on appelle en France la diversité, c'est-à-dire des gens d'origine diverses, notamment les Africains de France. Salihou Diallo est aussi un militant politique, puisqu'il a un parcours politique honorable, qui l'a conduit jusqu'à être élu au conseil municipal à Evry. Evry, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le rappelle,
c'est le fief politique de quelqu'un dont on va parler dans cette émission, le fief politique de Manuel Valls, qui aujourd'hui, dans le débat public et politique en France, polarise le débat autour de sa personne et de sa personnalité. Manuel Valls, c'est le dernier Premier ministre du président François Hollande qui termine son mandat. Manuel Valls, c'est aussi un candidat à la primaire socialiste, défait par Benoît Hamon, qui a été le candidat à l'issue des primaires, candidat de la Belle Alliance. Manuel Valls, c'est celui aussi qui, à l'issue de sa défaite, a refusé de soutenir le candidat victorieux de son camp et qui a porté son choix, à tort ou à raison, sur Emmanuel Macron, qui a voté Emmanuel Macron. Manuel Valls, je termine sur Manuel Valls, c'est aussi celui qui, en tant qu'ancien Premier ministre, sollicite l'investiture du mouvement En Marche, qui finalement ne le lui a pas donné, mais ne lui oppose pas de candidat. On verra comment Salih Diallo interprète tout cela, d'autant que Salih Diallo lui-même a candidaté pour être investi par son mouvement politique En Marche. On verra avec lui où est-ce qu'il en est. Salih, il est de tradition dans cette émission de brosser un profil de notre invité, une sorte de portrait sonore. On va remonter un peu dans le temps, très rapidement, pour remonter à tes origines du Sénégal. Salih, comment on arrive à s'implanter en France? Je ne vais pas vous dire d'où êtes-vous au Sénégal, mais quel est votre parcours de jeunesse qui vous a mené jusqu'en France et à votre implantation politique et associative? Je suis dakarois. Mon grand-père est aussi dakarois, de la Médine. Je suis arrivé en France dans les années 80 et à partir de ce moment, je me suis engagé dans la lutte associative. J'ai créé une association d'aide aux Africains. Et puis, je me suis engagé dans la lutte politique pour accompagner le mouvement pour la libération en Afrique du Sud. Et à partir du moment où il y a eu un changement avec la libération de Mandela, je me suis intéressé à la politique locale. Donc, j'ai fait 2 mandats de maire adjoint à Évry, dans l'Essonne. Évry est une ville qui est jumelée avec Dakar, qui a créé une coopération décentralisée avec Dakar. À l'époque, j'étais venu à Dakar le faire avec l'ancien maire de Dakar, Pape Diop. Et puis, ces relations continuent. Je suis aussi président de l'association Équité. C'est une association qui lutte pour l'inclusion de la diversité en politique. Parce que quand je suis devenu maire adjoint d'une ville de 50 000 habitants, en 1995, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation de la diversité en politique. On s'est associé pour créer d'abord une association qui s'appelait Africadom, donc qui réunissait les Domiens et les Africains dans une même association. Et en 2004, pour la première fois, par notre action, nous avons eu une conseillère régionale en Île-de-France. Alors, fort de cette victoire, nous avons décidé de continuer. Et au niveau du Parti socialiste, nous avons créé cette structure Équité, à Solferino d'ailleurs, qui nous a permis d'avoir une première victoire avec Georges Paul Langevin, qui est devenu député du 20e, et ensuite ministre des Outre-mer. Voilà, des Outre-mer. Voilà. Là, nous avons quand même avancé parce que maintenant en France, au niveau local, je parle municipal et au niveau départemental, nous avons beaucoup d'élus issus de la diversité. Là où se situe le plafond de verre, c'est au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau de la représentation nationale, sénateurs, députés, nous pensons qu'on est sous-représenté. Ce qui fait que cette fois-ci, au niveau des élections, on s'est présenté, on a été nombreux à se présenter dans les circonscriptions. Et moi, je me suis présenté à Évry, comme je connaissais bien Évry, je me suis présenté à Évry sous l'étiquette En Marche avec Emmanuel Macron. Voilà. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avant j'étais socialiste, comme je lui ai dit. Hein, donc, quand j'ai senti que seul Emmanuel Macron pouvait empêcher Marine Le Pen
d'accéder au pouvoir, j'ai décidé de m'investir auprès de ce mouvement. Au début, juste pour empêcher Marine Le Pen de gagner les élections, parce qu'on était sûr qu'elle allait accéder au deuxième tour. Ce n'était pas une surprise. Donc il fallait qui pour s'opposer, ou on choisissait Fillon, mais bon, ce n'était pas la bonne carte à jouer. Pourquoi vous pensez que le Parti socialiste auquel vous appartenez et qui est au pouvoir, qui termine un mandat avec le président Hollande, n'avait pas les moyens d'empêcher le Front National d'accéder au second tour? Tout simplement parce que j'ai vite senti que le Parti socialiste allait imploser à cause de ce que dit justement Manuel Valls, à cause des gauches irréconciliables. Et déjà dans le gouvernement avec les frondeurs, on sentait qu'il y avait une scission à l'intérieur du Parti socialiste, mais au niveau même de l'offre politique, on s'est rendu compte qu'il y avait une offre complètement divergente. Et quand il y a eu les primaires, on s'est rendu compte que finalement, au deuxième tour, la position de Manuel Valls était contraire à la position de Hamon. Finalement, c'est Hamon qui a gagné. Et dès qu'il a gagné, on a vu le retournement de Manuel Valls qui s'est empressé de ne pas respecter le verdict et la charte qui avait été signée de soutenir le vainqueur. Tout de suite, il a appelé à voter Macron. Donc, j'ai senti tout de suite qu'au niveau du Parti socialiste, qu'il y aurait une implosion. Je dis bien une implosion. Ce n'est pas des effets extérieurs, une pression extérieure qui a fait imploser le Parti socialiste. Ça vient de l'intérieur à cause des mouvements divergents qu'il y avait à l'intérieur de ce parti. Et donc, comme moi, la priorité, moi qui étais un militant anti-apartheid, lutte contre la discrimination, inclusion de la diversité, je me suis rendu compte qu'on était dans une situation dangereuse où face au Front National, on pouvait y avoir une droite extrême, représentée par M. Fillon, qui allait pratiquement faire la même politique que le Front National. Voilà. Et donc, comme c'est M. Macron qui avait plus de chances de gagner, je me suis rallié à Emmanuel Macron et j'ai fait un travail local. J'étais animateur à Évry d'un comité et donc j'ai fait le travail de militant durant les présidentielles. Et comme c'est normal, donc j'ai candidaté pour être le représentant de Macron sur Évry. Salut, vous m'offrez une belle transition, d'ailleurs tant mieux, on va entrer en plein dans le sujet. Vous êtes parmi les militants En Marche sur votre circonscription, dans votre localité, à Évry. Vous avez un parcours militant, vous avez eu des mandats électifs, notamment à la mairie, c'est dire que vous avez de l'expérience politique. Légitimement, vous pensiez pouvoir candidater pour être investi candidat En Marche aux prochaines législatives, sauf que c'est dans votre circonscription que se trouve un certain Manuel Valls. Comment avez-vous accueilli la décision de votre mouvement ou de votre parti, La République En Marche, de ne pas vous investir, étant donné que vous avez candidaté, de ne pas retenir votre candidature et surtout de ne pas mettre de candidat en face de Manuel Valls. Comment vous avez accueilli cette décision? Bon, j'ai été déçu, beaucoup ont été déçus. Et à la limite, j'étais en colère. Parce que le mouvement En Marche, c'était un mouvement qui prône le renouveau, qui prône une société civile égalitaire, où il n'y a pas de droit comme pour certains forts ou face aux faibles. Il fallait candidater, tout le monde pouvait candidater et on choisissait le meilleur. Pour une fois, malgré la diversité des origines, on se disait, on se compare sur le terrain. Qui va faire le travail sur le terrain et qui mérite? Et donc, moi, je pense que sur le terrain, j'ai fait le travail qu'il fallait. Parce que je connaissais la circonscription, je suis connu, reconnu, j'ai les compétences et j'ai fait bouger cette circonscription. Où j'ai un comité qui ressemble, voilà, une légitimité. Un comité qui fait 200 membres.
Donc, on espérait aller à l'affrontement avec les autres sur une base égalitaire. C'était quelle compétence qui faisait la différence. Voilà. Vous pensiez pouvoir faire face quand même à Manuel Valls avec son étiquette d'ancien Premier ministre, avec quand même son étiquette de parrain dans cette commune d'Évry. Manuel Valls, quand même, son fief politique, c'est Évry. Vous le savez, vous avez été avec lui au Parti socialiste et dans cette mairie qu'il a dirigée pendant longtemps. Oui, mais Manuel Valls, c'est moi qui l'ai accueilli à Évry. C'est moi qui lui ai montré les quartiers populaires. Évry, c'est une ville de la diversité populaire. Et c'est moi et quelqu'un d'autre qui ont accueilli Manuel Valls à Évry et qui lui ont permis d'être ce qu'il est. Donc, il ne connaît pas mieux que nous le terrain. Il ne connaît pas mieux que nous la population. Donc, il n'a pas sur le local plus de base électorale que nous. Alors, j'étais prêt à l'affronter malgré son réseau. Ça veut dire que je n'ai pas son réseau en tant que Premier ministre, mais sur le terrain, avec cet avantage qu'il avait sur le réseau, j'étais sûr de le battre sur le terrain. Et c'est pour ça que, quelque part, il y a cette forte déception de dire que quand on respecte les règles, moi qui ai toujours subi ces discriminations en politique, quand on arrive maintenant à respecter les règles et disons, voilà, je vais au terrain avec quelqu'un qui a un avantage, certes, mais j'accepte d'aller dans le rapport politique avec les citoyens, le rapport de force, et qu'on nous empêche, voilà, qu'on nous juge, on nous empêche d'avoir cette occasion. Parce que pour moi, c'est symbolique. C'est symbolique, c'est pour dire aux jeunes générations, vous pouvez y aller et vous pouvez gagner. Et je suis sûr que maintenant, en France, sur certains territoires, la diversité, et je dirais même la diaspora, mais qui est devenue française, voilà, peut gagner les élections sur le terrain. Argument contre argument, politique contre politique, présence contre présence, action contre action, nous pouvons gagner. Et c'est ce que je voulais démontrer dans cette ville de banlieue à Paris, de dire qu'à partir du moment où on a supprimé le plafond de verre qui faisait qu'on ne pouvait pas accéder par les élections à un mandat national. Là, c'était possible. Voilà. Et c'est pour ça que je suis déçu et en colère, parce que le mouvement En Marche n'a pas compris l'opportunité qu'il donnait à la population qui attendait un geste, un fait nouveau. Et l'arrivée de Macron, pour nous, c'est la création d'un monde nouveau. Emmanuel Valls, c'est le monde ancien. C'est le monde des réseaux, le monde du copinage. Il savait que très bien qu'il ne pouvait pas aller juste sur son étiquette de Premier ministre aux élections. Il avait besoin de ne pas avoir en face de lui un candidat local, connaissant le terrain, et de plus qu'il a installé à Évry. Et finalement, En Marche, c'était on change les choses. L'éthique d'abord, mais là, il est clair que, selon votre interprétation, ils ont cédé quand même sur certains principes. Finalement, est-ce qu'En Marche n'est pas comme finalement le système qu'ils combattaient? Est-ce que vous en arrivez à cette conclusion-là, ou peut-être vous pensez juste qu'à ce niveau-là, il y a eu un faux pas, mais qu'il faut rectifier? Tout système, quand c'est nouveau, il faut qu'il y ait dès le début des garde-fous qui refusent de laisser le système se calcifier, en fait. Hein? Et c'est ça mon rôle. C'est ça mon rôle. On est d'accord qu'en France, il y a ces vieux partis qui ont leur nom. Je regarde sur la liste des Républicains. J'ai vu une seule personne de couleur sur la liste. C'est la candidate du 18e qui s'appelle Babette, qui est une cuisinière reconnue. C'est pas possible. C'est pas possible. En France, maintenant, on ne peut pas avoir une liste où on n'a pas la représentation de la diversité. Ça, est-ce que vous pensez qu'on doit aller encore dans ces quotas? Est-ce qu'on doit encore... Est-ce que c'est une façon de dire, allez, on regarde les origines, on regarde la diversité, ou alors on fait juste au mérite? S'il y a des gens de la diversité qui sont méritants, on les met. Et qu'on ne regarde plus,
voilà, on fait un équilibre entre les origines, tel est jaune, noir, on fait un mix de tout cela. Est-ce qu'on ne doit pas dépasser quand même cette classification? Mais c'est ce que vient de montrer Manuel Valls, qu'il y a un handicap. En fait, on est dans une course à handicap, quoi. Nous, on porte un handicap. Et donc, les partis politiques doivent avoir un objectif clair. Je ne parle pas de quotas, mais d'avoir un objectif clair. De dire que, comme pour la parité, où c'est une loi qui a un, mais nous, on ne peut pas avoir une loi. On peut avoir un objectif que les responsables qui sont chargés de désigner les candidats doivent dire qu'on a un objectif d'équilibre. Non, ça veut dire que d'avoir une liste qui rassemble et qui rassemble, mais aussi qui ressemble à la société. Dans les quartiers populaires que nous avons maintenant, on ne peut pas toujours mettre des candidats qui ne ressemblent pas à la population. C'est comme aussi, même dans d'autres secteurs, on ne peut pas avoir dans des quartiers une police qui ne ressemble pas à la société. Donc, nous, on n'a pas voulu dire qu'on était dans une discrimination positive. On voulait prouver. On voulait dire, écoutez, on veut vous montrer qu'on est capable. On va, sans rien vous demander, malgré l'handicap qu'on peut subir, malgré le fait qu'on n'ait pas de réseau, on accepte d'aller dans une campagne électorale et montrer qu'on peut gagner cette campagne électorale. Sauf que cette fois-ci, on nous a refusé cette chance d'y aller. Voilà. Et moi, j'ai assumé de me présenter face à un ancien Premier ministre, face au poids que représente un Premier ministre avec tout son réseau, parce que je connais la circonscription. À Évry, je suis chez moi. Mais salut, est-ce que ce n'est pas ça aussi la limite du mouvement politique En Marche? Parce que figurez-vous, vous avez souhaité faire face à Manuel Valls dans votre circonscription, mais finalement, ce serait un combat entre anciens du Parti socialiste dans cette circonscription. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la limite du mouvement politique En Marche qui prône le renouvellement, mais qui, au bout du compte, aurait recyclé les gens venus divers horizons et qui se retrouvent tous à faire la marche, En Marche? Oui, c'est pas parce qu'on dit qu'un mouvement est nouveau qu'il est nouveau. C'est parce qu'il y a des rapports de force internes qui montrent qu'il y a un changement. Et moi, j'incarne ce rapport de force en interne parce que c'est un jeune mouvement pour dire changer la trajectoire. Je ne veux pas que ce mouvement ait la même trajectoire que les anciens partis, que le monde ancien, que était le Parti socialiste, les autres partis qui étaient là, tels que les Républicains. Donc, mon action depuis hier, c'est de redresser la trajectoire de ce parti. Le combat se trouve interne. On veut souvent que nous, on doit toujours, dès qu'on n'est pas content, on sort, on manifeste notre déception et on sort. Non, moi, la transformation se fera au niveau interne. Et donc, je suis dans ce mouvement qui est nouveau. Et si je suis dans ce mouvement, j'ai la chance, je prépare le travail pour que les générations suivantes n'aient pas à subir ce que nous avons subi. Justement, en parlant de rester à l'intérieur pour se battre et pour changer le système, vous n'irez pas jusqu'à défier votre mouvement politique qui n'a pas décidé de vous investir, qui a décidé de ne pas mettre de candidat face à Manuel Valls. Vous n'irez pas jusqu'à défier votre mouvement politique, pas en vous présentant, mais en faisant face à Manuel Valls dans cette campagne. Est-ce que vous allez le soutenir dans cette campagne comme votre mouvement politique le soutient? Donc, moi, depuis hier, à l'annonce du parti, de la liste où on n'a pas de candidat à Évry, j'ai décidé que je n'allais pas soutenir Manuel Valls. Et j'appelle tous les militants, la population d'Évry, à ne pas le soutenir, c'est clair. Il peut pas, lui, il se sentait perdant. Donc, il a fait de la manipulation politique. Effacer les adversaires pour gagner par abandon des adversaires. Il veut se retrouver tout seul, voilà, il veut se retrouver seul combattant. Voilà. Il n'a pas un candidat socialiste en face, il n'a pas un candidat de Macron en face. Il dit que le Parti socialiste est mort, alors que c'est lui qui est mort politiquement. Donc, il en profite. Donc moi, c'est clair et net. Je ne voterai pas Manuel Valls et j'appelle à ne pas voter Manuel Valls. Oui, mais là, est-ce que vous ne faites pas ce que vous avez reproché, ce que votre camp a reproché à Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours, oui, qui n'a pas appelé directement à voter Emmanuel Macron, mais qui s'est réfugié derrière l'argument
de toute façon, je ne vote pas Marine Le Pen. Est-ce que vous ne faites pas un peu du Mélenchon, vous aussi? Parce que votre mouvement politique, quand même, a donné des consignes. Ce qui ne met pas de candidat, ça veut dire qu'on le soutient de façon tacite. Est-ce que vous ne ramez pas à contre-courant ou vous l'assumez de ramer à contre-courant? Oui, mais je ne fais pas du Mélenchon. J'assume de ramer à contre-courant, mais je ne fais pas du Mélenchon parce que j'appelle clairement à ne pas voter pour Manuel Valls, alors qu'avec Mélenchon, il a essayé d'avoir une formule qui n'était pas claire. Est-ce que vous irez jusqu'à vous investir dans cette campagne? Une chose est de dire « je ne vote pas pour toi, je ne vote pas pour Manuel Valls », mais autre chose est de s'engager résolument pour faire échec à Manuel Valls. Est-ce que vous vous engagez résolument pour faire échec à Manuel Valls? Alors, je m'engage résolument à faire échec tout ce qui ne considère pas que la société française est plurielle et multiple et que ça doit changer. Et je pense que Manuel Valls, je lui en veux d'avoir dit qu'à Évry, il manque des whites et des blancos. Et de ce fait qu'on a des philosophies qui sont complètement divergentes. Et l'engagement, ce n'est pas la personne de Manuel Valls, contre la personne de Manuel Valls, mais ce qu'il a représenté. Son appui à la déchéance de la nationalité pour les binationaux. Moi, je suis un binational et je ne peux pas. Sa décision de dire que la France est incompatible avec les Roms, je ne peux pas accepter des situations comme ça, parce que si demain on ne défend pas les Roms, c'est demain on ne défendra pas le Sénégalais, franco-sénégalais, parce qu'on va dire qu'il n'est pas compétent il n'y a pas compatible avec la République. Voilà, ce sont des positions qui font. C'est pas la Vous personne. avez des divergences de fond, ce n'est pas que sur cette affaire d'investiture. Voilà, c'est ça qui fait que je ne suis pas d'accord avec lui. Et vous ne vous sentirez pas représenté par Manuel Valls s'il est élu député de votre circonscription? Je me sens représenté par tous les députés nationaux, parce que le député, c'est pas seulement un député d'une circonscription, c'est un député national qui vote une loi. Donc s'il vote une loi, je respecte la loi. Donc c'est pas la question qui se pose. Salut, est-ce que vous pourrez aller jusqu'à, allez, on va le dire très clairement, on ne sait pas qui va se présenter, est-ce que vous pourrez aller jusqu'à soutenir activement un autre candidat sur le terrain contre Manuel Valls? Je vais dire, si je décide de soutenir un autre candidat contre Manuel Valls, je quitte En Marche. J'ai décidé de changer ce nouveau parti, parce que je ne vais pas aller ailleurs et trouver les mêmes travers dans un autre parti. Pour moi, la chance qu'on a d'avoir eu En Marche, la République En Marche, c'est que c'est un nouveau parti, il est jeune, il vient d'être créé, il est créé depuis une semaine, voilà. Et je pense plus avoir la chance de changer les choses là que d'aller dans des partis qui sont ankylosés, qui n'arrivent plus à bouger. Donc c'est pour ça que je reste. J'ai une vision plus lointaine qu'une élection législative. Alors, salut, on va quand même entrer dans le fond du fonctionnement du mouvement politique En Marche. Ce qui a fait le succès, c'est assurément ce que Emmanuel Macron a voulu en faire ou comment il l'a présenté, ni de droite ni de gauche, mais résolument républicaine pour avancer. Sauf que quand même, depuis la publication de la liste, on voit qu'il y a beaucoup de limites à cette profession deux fois, au point qu'on n'a même pas pu publier les 577, finalement 576 pour le moment, puisqu'il n'y aura personne en face de Valls. On n'a même pas pu publier les 577. Assurément, on laisse de la place aux petits calculs politiciens pour faire de la place à certains et pas à d'autres. Est-ce que tout cela ne présage pas quand même de la sclérorisation de ce mouvement comme d'autres partis politiques, notamment le Parti socialiste que vous connaissez très bien, où vous avez longtemps milité, les Républicains qui aussi ont tous les deux été disqualifiés à ce second tour? Donc, depuis une semaine, on passe à une autre étape, les législatives. La première étape, c'était les présidentielles. Les présidentielles, c'est le rapport d'un homme avec son peuple. Et on pouvait s'inscrire sur ce créneau. Et là, on a fini une étape. Là, on passe dans une étape qui est beaucoup plus politique. Et effectivement, puisqu'elle est beaucoup plus politique, le choix est plus difficile. Il y a des stratégies en interne qui vont se poser.
Voilà. Ceux qui comprennent la politique vont comprendre que ce n'est pas facile en un jour de créer une majorité avec des gens venus de la gauche et de la droite. Donc on comprend bien la difficulté. C'est pour ça qu'on est tolérant, parce que c'est un parti qu'on vient de créer. Mais c'est un parti à construire. On ne va pas le laisser à d'autres par démission et laisser ce parti au cacique des autres partis qui vont venir prendre le pouvoir. Non, on ne va pas le laisser. C'est un parti citoyen. Il n'appartient plus à Emmanuel Macron. Le travail que nous avons fait, c'était d'amener Emmanuel Macron en tant que président. Maintenant, le parti, c'est nous tous qui allons le construire, avec les Français de la diaspora. De la diaspora, pas des Français qui sont ailleurs, je parle des gens qui sont venus, donc de la diversité. Et nous avons notre part, mais cette part-là, il faut qu'on se l'approprie, qu'on aille chercher notre place. Et dans des villes comme Évry, dans d'autres villes comme Saint-Denis, dans des villes comme Aubervilliers, et même à Paris, 18e, 19e, nous allons prendre notre part. Nous sommes intégrés dans ce dispositif et on ne nous fera pas cadeau, nous aussi on ne fera pas de cadeau. Ce qu'on nous leur demande, c'est que pendant des années, on n'a pas fait de discrimination positive qui nous a permis d'arriver. Le handicap est toujours là, les difficultés sont toujours là, on les assume, mais qu'on nous donne la chance d'y aller. Et donc là, c'est les législatives. Cette élection prépare les prochaines élections, particulièrement les élections municipales. Et là, nous serons présents en masse. Pas pour être seulement des conseillers municipaux, mais pour être des maires. Des maires de villes de 100 000, de 200 000. Maintenant, nous avons les compétences, nous avons la population qu'il faut, et nous sommes sûrs qu'on entendra la prochaine fois aux élections municipales un franco-africain, maire d'une ville de plus de 100 000 habitants. Voilà notre objectif. Au-delà de votre cas personnel, comment jugez-vous, vous avez parcouru cette liste, vous y avez certainement reconnu des noms ou des visages, comment jugez-vous justement cette représentation de la diversité dans cette liste En Marche qui a été publiée? Donc, alors la liste, elle est plus diverse que la liste des autres partis politiques. En fait. Mais ce n'est pas sur la liste qu'on regarde la diversité, sur le nombre de circonscriptions gagnables. Voilà. Si c'est pour mettre des noms dans des circonscriptions qui ne sont pas gagnables, ce n'est pas la peine. Pour moi, Évry était gagnable. Voilà. Et donc, nous, il faut qu'après le 18 juin, on regarde la liste pour voir est-ce que la diversité est représentée sur ces listes. Là, on pourra dire bravo. Pour le moment, il faut étudier circonscription après circonscription face à qui on est. Vous voulez dire une représentation qualitative et non juste en quantité pour faire figurer des noms de la diversité dans des circonscriptions où, a priori, on sait que ce n'est pas En Marche qui va les gagner. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'à la fin, on verra est-ce que nous sommes représentés, est-ce que nous sommes représentés en fonction de notre... sociologiquement en fonction de notre représentation de la société, et est-ce que ce seront des députés qui pourront faire le travail de députés, de faire des lois qui permettent à la diaspora de trouver toute sa place de la diversité, parce qu'on parle de diaspora, mais je parle plutôt dire de la diversité, pour permettre à la diversité d'avoir toute sa place. Ce sont les lois contre les discriminations, ce sont des lois pour permettre le vote des étrangers aux élections municipales, locales. Voilà, c'est la régularisation massive de certaines personnes qui sont là depuis 10 ans et qui n'ont pas de papier, mais qui travaillent. C'est tout ça, c'est tout un ensemble qu'il faut changer, et puis je pense que Macron nous a dit qu'il était assez ouvert. Deuxième chose, ce serait aussi de voir les relations entre la France et l'Afrique. Emmanuel Macron s'est engagé à en finir avec la France-Afrique. On veut le voir aussi à l'œuvre. Salut. 2 points qui sont essentiels dans ce que vous venez d'évoquer. On va les prendre dans l'ordre. Sur ce que vous avez appelé la France-Afrique. Beaucoup disent que Emmanuel Macron est un produit du système, il est dans le circuit depuis une quinzaine d'années et qu'il fera ce que ses prédécesseurs ont fait. Qu'est-ce que réellement l'Afrique doit attendre, non pas d'Emmanuel Macron, mais du président de la République de la France, qui est quand même un
grand pays, un partenaire aujourd'hui, parce que les pays se positionnent aujourd'hui en partenaire de la France. Il a souvent eu un discours, c'est vrai, assez original et assez offensif pour mettre à terre cette France-Afrique. Mais concrètement, est-ce que vous attendez à ce que quelque chose change dans le rapport au précaré, dans le rapport à l'Afrique? Oui, parce que maintenant, c'est l'intérêt de la France que ça change. Nous sommes dans un monde globalisé où c'est plus le rapport de domination qui compte, mais c'est le rapport de partenariat. Et ceux qui ne l'ont pas compris vont mourir. Dans ce rapport de partenariat, les Africains dénoncent surtout souvent la prédominance des intérêts de la France sur les pays africains, notamment des chefs d'État africains qui sont tenus par divers moyens de la puissance coloniale pour servir les intérêts souvent de la France. Vous savez, ce débat a cours dans votre propre pays, dans notre propre pays, le Sénégal, notamment sur de grands projets où la France a une mainmise. Ce débat-là ne sera certainement jamais épuisé. Mais est-ce que vous pensez que justement défendre le président de la France, avant tout défendre les intérêts de la France, certes, mais vous pensez qu'il ira jusqu'à changer ce rapport de prédominance qu'il y a de la France sur certains États africains? Mais oui, c'est ce que je disais, le rapport de dominant est mort. Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui mettent des rapports de partenariat, gagnant-gagnant. Et lui, ce jeune, il le sait. C'est un économiste. Il a fait... banquier, il n'aime pas qu'on le lui rappelle. Okay. Il a travaillé dans une banque. Il sait que ce qu'est les relations partenariales gagnant-gagnant. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va changer. Parce que l'Afrique, le continent africain est émergent. Et donc, l'intérêt de la France, c'est de ne pas laisser passer cette population qui sera bientôt plus de 2 milliards d'habitants, qui se développe. Et donc, il faut créer des ponts, des partenariats, mais d'autres formes de partenariats, des partenariats surtout économiques et culturels. Nous connaissons la France connaît l'Afrique. Il faut jouer sur ces relations-là. Donc, quand Emmanuel Macron parlait de monde nouveau, ça aussi c'est le monde nouveau. Et que je pense que les anciens présidents étaient beaucoup plus dans une vieille structure mentale qui faisait qu'ils réagissaient comme au temps colonial. Là, maintenant, on a un nouveau président qui est capable d'avoir une perception différente. Son discours à Alger, où il dit que le colonialisme est un crime contre l'humanité, ça montre quelqu'un qui a une autre structure mentale. Est-ce que ce n'était pas un discours opportuniste aussi? Il y a toujours... C'était peut-être un discours aussi dirigé plus à l'Algérie qu'à la France. Vous voyez le tollé que ça fait en France, au point que Emmanuel Macron a dû lui-même s'expliquer, édulcorer un peu ce discours. Est-ce que ce n'était pas juste un discours opportuniste? Non, c'est les gens qui en ont voulu que le colonialisme, c'est la guerre d'Algérie. Non, le colonialisme, ce n'est pas la guerre d'Algérie. Hein. Ce sont la situation en Afrique française. Moi, je ne l'ai pas senti comme une question de guerre d'Algérie. Quand on parle de colonialisme, on parle de toute l'Afrique, aussi bien francophone qu'anglophone. Donc, ce qui est sensible en France, c'est la guerre d'Algérie. Et donc, on s'est focalisé sur la guerre d'Algérie. Non, il n'a pas dit la guerre d'Algérie, il a dit le colonialisme. Voilà. Et deuxième chose, c'est qu'il l'a dit, à la différence des autres qui ne l'ont pas dit. Donc, ce qui veut dire qu'il a une structure mentale qui permet de dire les choses, ce que les autres ne vont pas pouvoir dire. Et nous, on va rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Alors, je dis pas qu'il y a un calcul politique, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, ça ne lui a pas permis d'avoir des voix en disant ça. Donc, je ne dirais pas que c'est un calcul politique, parce que s'il avait eu des voix, je lui dis que voilà, peut-être qu'il y a un calcul, que ce discours a été préparé. Non, je ne pense pas, parce qu'il n'avait pas intérêt à le faire. Et il n'est pas revenu sur ce qu'il a dit. Il a essayé de s'expliquer, mais il n'est pas revenu sur ce qu'il a dit. Et moi, je fais partie des gens qui sont restés chez En Marche, du fait que je voyais un jeune homme qui était capable de faire à Alger ce discours très sensible et qui assumait. Vous pensez qu'il serait capable aussi de corriger le fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, pour qui l'homme noir n'était pas assez entré dans l'histoire? Le discours de Dakar, c'est aux Africains de le corriger.
je m'attends pas à ce que ce soit un président. L'institution du président de la République, quand même, a été beaucoup mise en avant. Nicolas Sarkozy était président de la République. À ce titre, il s'exprimait aussi en tant qu'autorité française. Oui. Si les Africains se sont sentis insultés ou humiliés, c'est à eux de régler le compte. Je ne vais pas, moi, penser que quelqu'un va m'insulter et c'est un autre qui va corriger l'insulte. Je pense que nous sommes adultes, majeurs et vaccinés. Ça doit nous donner une force de dire que... Parce que dans l'insulte, la réponse, c'est réagissez. Et il faut qu'on ait une réaction forte par rapport à une telle insulte pour que plus jamais quelqu'un d'autre ne le dise et qu'on démontre à celui qui nous a insultés qu'il avait complètement tort. Que c'était peut-être lui qui n'est pas rentré dans l'histoire africaine, mais nous, on est bien dans l'histoire française. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet qu'il y a différents ouvrages qui sont largement revenus sur ce discours, notamment le livre Contre le discours de Dakar, édité par beaucoup de sommités africaines sous la coordination de Makhili Gassama, ancien ministre de la Culture. Bien entendu, entre autres livres qui sont revenus largement sur ce discours de Nicolas Sarkozy à Dakar. Deuxième aspect de votre développement tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui avait été promis par votre candidat François Hollande à l'époque. Vous étiez au Parti socialiste, qui avait promis le droit de vote aux étrangers, aux élections locales. J'imagine que pour un militant de la diversité, un militant associatif, pas le politique, je ne m'adresse pas à Salou Diallo le politique, à Salou Diallo le militant associatif, le militant pour la diversité, j'imagine que ça, vous en aurez fait votre cheval de bataille dans ce gouvernement de votre famille politique. Aujourd'hui, vous êtes chez En Marche. Vous pensez que Emmanuel Macron devrait parachever ce projet-là, d'octroyer, de donner ce droit de vote aux étrangers qui contribuent quand même au développement local, notamment dans ces élections municipales, locales et entre autres? Bon, c'est pas dans le programme de Emmanuel Macron. Par contre, François Hollande, c'était dans son programme. Et ça fait partie des propositions de la gauche depuis 1981. Donc c'est une proposition qui date de François Mitterrand. Il a manqué de courage, Hollande, en ne donnant pas le droit de vote aux étrangers. Mais nous, de la diaspora, ça continue, ça reste un combat à mener. Oui. C'est un combat que vous allez porter même dans En Marche. Nous ne lâchons jamais ce combat. Même si ce n'est pas dans le programme de En Marche, même si certains vous disent que ce n'est pas populaire, mais ça reste notre combat fondateur. Voilà. Et particulièrement pour les francophones. Je pense que les francophones, les étrangers francophones en France devraient avoir plus de droits. Et particulièrement le droit de voter aux élections locales. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous nous suivez votre émission Parole à la diaspora sur Sud FM. Nous avons le plaisir de recevoir Salou Diallo, avec qui nous remontons dans le temps de l'histoire politique en France, de son parcours militant et associatif, de son parcours militant qui est assez intéressant, qui est aujourd'hui un des premiers à avoir suivi le mouvement En Marche, implanté dans sa circonscription de l'Essonne, circonscription qui, je le rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément la France, qui est la circonscription de Manuel Valls, ancien Premier ministre. Manuel Valls qui est venu charrier Salou Diallo, qui est venu presque lui couper l'herbe sous les pieds, puisque Salou Diallo était candidat pour être investi par le mouvement politique En Marche. Son mouvement politique ne l'a finalement pas investi, lui, Salou Diallo, et a préféré ne pas mettre de candidat en face de Manuel Valls. Donc c'est comme si En Marche a investi Manuel Valls à la place de Salou Diallo. Salou, on va quand même jeter un regard dans le rétroviseur. Quel regard quand même vous jetez sur la formation de votre famille politique? C'est quand même un sacré bazar au Parti socialiste. J'imagine que vous ne l'avez pas quitté pour la situation que ce parti vit aujourd'hui, mais c'est peut-être sans regret que vous en êtes parti quand même, non? Oui, c'est sans regret. Le Parti socialiste est un parti de pouvoir, donc avait une mission historique de défendre les plus faibles, mais aussi de prise de pouvoir. À partir du moment où j'ai senti que ce parti abandonnait cette fonction de prise de pouvoir, pas le pouvoir pour le pouvoir,
mais le pouvoir pour changer les choses. Le pouvoir pour avoir une vision dans le temps et de voter des lois qui permettent, même si la droite revient, de maintenir ce progrès, comme les 35 heures, la sécurité sociale. Voilà le rôle du Parti socialiste. Voilà. Et donc, en ce moment, on est devenu un parti de gestionnaire, voilà, pas de gestionnaire, qui gérait, mais sans perspective, sans vision, on était, petit à petit, on voyait le Front National s'installer et on ne voyait pas le danger du Front National pour les plus faibles, pour certaines minorités. Et moi, je me trouvais en danger. Je sentais que là, ce parti ne prenait plus en compte la réalité de notre situation dans les quartiers. Donc, c'est pour ça que j'ai senti qu'il allait imploser et je suis allé chez Macron en espérant qu'avec Macron, j'aurais au moins les leviers du pouvoir pour changer les choses. Salut, vous êtes un boy Médina, comme on dit. On ne va pas vous lâcher quand même sans vous demander quel regard vous jetez sur votre pays, le Sénégal. J'imagine que vous avez gardé un rapport avec le Sénégal, avec ses institutions, puisque vous avez été actif dans ce jumelage entre la ville d'Evry et la mairie de Dakar, qui aujourd'hui même est à un autre niveau de la communauté d'agglomération de l'Essonne. Quel regard vous portez sur votre pays d'origine et quelle relation vous avez gardée avec le Sénégal? Bon, moi, je suis très fier du Sénégal par rapport à d'autres pays parce que je continue des activités ici de lutte contre certains gouvernements en Afrique qui sont assez autoritaires. Et je suis fier de la démocratie qu'il y a au Sénégal. Je suis fier du Sénégal qui est émergent, qui avance, qui est émergent. Et je suis fier des Sénégalais parce que les Sénégalais ont une culture de paix. Partout en Afrique, on parle de conflits, de guerres, et qu'au Sénégal, il y a la paix, et quand on y est, il y a la sécurité. Donc, ce rapport-là reste, et je suis fier de ça par rapport à d'autres pays. Vous savez pourquoi? Je vais quand même prêcher pour ma paroisse. Oui. Vous savez pourquoi on en est là? C'est ce qu'on est en train de faire, parce que quand il y a des problèmes au Sénégal, on en discute comme ce qu'on est en train de faire dans le cadre d'un dialogue politique ou même un dialogue social, dans le cadre d'émissions. Je peux vous assurer que les gens se castagnent, ils se disent beaucoup de choses, des vertes et des pas mûres, mais ça reste dans un cadre juste de discussion, de dialogue. Et je pense que tant mieux, tant qu'on reste dans le cadre du dialogue, même si c'est un dialogue viril, ça reste correct. Je pense que ça, on gagnerait tous à le préserver. Je prêche une fois pour notre chapelle. Et ça, oui, je suis d'accord avec vous. Le Sénégal doit en être fier, on devrait le garder. Et on devrait se dresser contre ceux qui voudraient s'aborder cet état de droit. Je n'ai cité personne. Absolument. Salut Diallo, j'ai été très heureux de vous recevoir dans cette émission Parole à la Diaspora. Je précise quand même que c'est votre première, mais ce ne sera pas votre dernier passage, puisque vous êtes imprégné de cette culture politique française. Et vous savez, dans Parole à la Diaspora, on débat beaucoup de politique, on débat beaucoup de la situation des Africains de la diaspora. Et on ne manquera pas de revenir avec vous sur vos autres engagements, puisque vos engagements sur la diversité pour la cause des Africains, des Noirs, avec cette association qui est l'ancêtre même de votre association Équité, qui est Afridom, je pense que nous ne manquerons pas de revenir à vous et puis de suivre votre campagne de terrain quand même. Vous vous êtes engagé à barrer la route à Manuel Valls, même sans être candidat. On verra bien, mais attention quand même, c'est un ancien Premier ministre. Merci Saliou, merci d'avoir été notre invité. Je te remercie de m'avoir invité et ça a été un grand plaisir. Je n'ai pas trop l'habitude de rencontrer les médias africains, mais je te remercie pour ton initiative. Je pense que la relation entre la diaspora et l'Afrique, elle est importante économiquement. Voilà, il faut bien le souligner. On travaille, on renvoie au pays et on voudrait être associé à ce qui se fait au pays. Merci Saliou. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un tout prochain numéro de Parole à la Diaspora. En remerciant nos partenaires de la Maison des Initiatives étudiantes qui ont eu la gentillesse de nous accueillir comme il est de tradition au cours de nos enregistrements. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de Sud FM, en partenariat bien sûr avec le portail internet Halima.
qui reprend très gentiment nos émissions. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Nouvelle émission. Émission Boubès. La diaspora reprend la parole sur Sud FM. Tous les samedis de 19h à 20h, place à la diaspora. Abdoulaye Cissé déroule avec nos compatriotes de l'étranger qui s'illustrent chacun dans son domaine. Leaders d'opinion, Intellectuels, artistes, hommes politiques, mouvements associatifs basés à l'étranger, vous retrouverez votre place sur Sud FM. Place à la diaspora, c'est tous les samedis de 19h à 20h sur Sud FM. Place à la diaspora, une émission présentée par Abdoulaye Cissé. Place à la diaspora, une nouvelle émission que vous propose Sud FM Sen Radio tous les samedis de 19h à 20h.